Guidée par ses intuitions, Marine fait preuve d'une grande résilience face à chaque épreuve que la vie lui réserve. Salut Marine, comment vas-tu ? Salut Chloé, ça va et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Merci. Avec plaisir. Alors, je commence toujours le podcast par la même question. Pour te présenter, est-ce que tu peux me dire qui tu es, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui ? Super. Je suis Marine Adingue. J'ai grandi dans un environnement plutôt varié. On détaillera plus tard, mais Oui. je suis née à Paris et puis après j'ai grandi dans les îles Caraïbes, beaucoup en Martinique notamment. Et aujourd'hui, je suis directrice générale de 2 fondations, une au Canada et une autre en Suisse. Est-ce que tu peux me décrire une enfance dans les Caraïbes, ce à quoi tu aspirais et comment s'est passée ta jeunesse ? Née à Paris, on est resté assez peu de temps puisque à l'âge de 4 ans, mes parents ont divorcé. Ok. Et ma mère a décidé de partir en Martinique avec ses 2 gamins sous le bras. Donc c'est littéralement ce qui s'est passé puisque je me rappelle qu'on avait 2 sacs. Et on était 3, j'ai un petit frère qui s'appelle Lucas. Et on avait 3 fourchettes dans le sac. Ah oui. Et on est parti comme ça. Moi j'avais 6 ans quand on est parti. Tu t'en souviens ? Ouais, je me rappelle, ouais. C'était assez marquant. Je savais qu'on partait pour longtemps. En tout cas, dans ma tête d'enfant, c'était longtemps. Je savais que mon père venait pas avec nous, ce qui était pas forcément évident à gérer. Et je savais qu'on partait surtout très loin. Et quand on a 6 ans, qu'on fait 8 heures d'avion, qu'on traverse l'Atlantique, forcément, c'est un vrai changement. Loin, quoi. Oui. C'est un vrai changement, voilà. En Martinique, on est arrivé dans un petit village qui s'appelle les Anses d'Arlé. Et aux Anses d'Arlé, il y a à peu près 2000 habitants en comptant les vaches et les mouches. Et à l'école primaire, donc j'étais au CP quand on a débarqué, c'était à peu près le milieu de l'année. Ah oui, fin d'année, ouais. Et j'étais la seule blanche de toute l'école primaire. Ah, de toute l'école en plus ? Ouais. Ok. Et on habitait, je me rappelle juste... En fait, l'école et la cour d'école était derrière notre maison. On pouvait voir le petit jardin de cette espèce de maison de la cour d'école. Et je me rappelle qu'il y avait un trou dans le grillage et parfois je rêvais que d'une chose, c'était passer dans ce trou pour retourner chez moi. Oui. Il y avait quand même beaucoup de racisme, forcément. Enfin, je sais pas tellement si on peut appeler ça du racisme quand les enfants ont 6 ans, mais en tout cas, Tu étais différente. Ouais. Il pointait la différence et pas toujours de manière très sympa. J'imagine. J'avais c'était on dirait qu'on t'a renversé un pot de peinture blanche sur toi. Ah oui. Forcément. Tu le vivais comment à ce moment-là ? Bah super bien, parce que là tu changes d'environnement, tu changes de pays. Tout est différent. Tout est différent et en plus t'es un peu rejeté, donc c'est pas évident. Ça c'était le début. Mon frère lui était à la maternelle, il m'a rejoint après, mais mon frère il a beaucoup de chance pour une raison inconnue, il est très basané de peau, donc il a eu moins de problèmes que moi, qui suis plutôt pâle. C'était plus simple. C'était vraiment plus simple. Et j'ai quand même souvenir d'une super enfance où on était très très libre. Moi, j'ai grandi pieds nus, sans t-shirt. À l'âge de 12 ans, ma mère m'a expliqué qu'il fallait que je mette un t-shirt. Alors, faut savoir qu'il y a une trentaine d'années en Martinique, les filles, les petites filles étaient quand même plutôt à la maison pour aider leur mère. Et les garçons pouvaient être dans la rue à jouer. Sauf que moi, comme j'étais pas élevée localement, j'étais aussi dans la rue. Donc, j'ai grandi avec des garçons dans la rue, pieds nus. Et donc à 12 ans, quand ma mère m'a dit mets un t-shirt, j'ai dit mais pourquoi moi en fait ? Oui, forcément. Je trouvais ça assez injuste. On était tout le temps dehors, on courait, on se promenait, on se perdait. On n'était pas du tout cadré, on n'avait pas des activités, des sports en particulier. Ma mère, elle avait assez peu d'argent. Ma mère, elle était illustratrice, graphiste, peintre. Et quand on est arrivé là-bas, à Paris, elle avait pas mal de boulot. Elle forcément. a travaillé notamment chez Publicis. Mais en arrivant là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Donc elle démarchait. Mais on a grandi avec le minimum. On n'avait pas d'eau chaude à la maison, on n'avait pas de télé. On a mis un moment à avoir une petite radio. Et pourquoi ce changement de vie aussi radical de la part de ta maman ? Ma mère, elle avait été dans les îles quand elle était très jeune. Enfin, elle a très bien gagné sa vie. Elle est née avec un don, le don du dessin. Oui. Et à 19 ans, elle gagnait très très bien sa vie, on va dire, pour quelqu'un qui avait pas fait d'études après le bac.
Et elle a beaucoup voyagé dans les îles et je crois qu'elle est tombée amoureuse de ces paysages, de ces Oui. couleurs. Et quand ils se sont séparés avec mon père, ça a été très difficile pour elle pour des tas de raisons, assez insupportables même, je dirais. Et donc, c'était presque de la survie, j'imagine, de partir avec ses Ok, enfants. je comprends. Et c'était donc, oui, une enfance finalement De liberté, quoi. de liberté. Ouais. Je regrette rien du tout, même si le début a été dur. D'ailleurs, c'est ce qui m'a appris à être flexible. C'est Ce que j'allais dire. Ça a forgé forcément qui tu es aujourd'hui. Ouais, t'es adaptable après, hein, t'as pas le Ah choix. bah, t'as pas le choix. Ça te forge. Ça t'ouvre l'esprit. Ouais, ça t'ouvre l'esprit. Enfin, aujourd'hui, quand on me dit, oui, mais toi, t'es blanche, tu sais pas ce que c'est le racisme, Oui. je peux répondre. Oui, bah oui, forcément, tu l'as vécu. Donc, ouais, je peux faire ça. Ouais. Non, c'est génial. Et à ce moment-là, tu rêvais de quoi pour ta vie future? Ouais, ça, c'est une très bonne question pour la suite. Ma mère, elle a quand même galéré, on va utiliser ce mot-là. Oui. Rétrospectivement, d'ailleurs, je pense que ma mère, elle avait probablement... le terme maladie mentale est très fort, donc je l'emploie ici avec des guillemets, mais en tout cas, elle avait une espèce de dépression chronique, ou on appelle parfois ça la neurasthénie. Et elle a galéré sur ce plan, elle a galéré sur le plan financier, donc financier et émotionnel. Moi, j'ai eu une maman qui pleurait beaucoup. J'ai eu une maman qui parfois a fait des lapsus en m'appelant maman, ce qui est pas toujours évident à porter. Et en fait, je voulais une chose, c'était m'en sortir. Oui, forcément. Alors, je sais pas si derrière le mot m'en sortir, il y avait une grande définition très précise. Mais c'était pas vivre ce que ta maman avait vécu. Ouais. Et mes grands-parents, donc les parents de ma mère, venaient nous voir régulièrement. D'accord. Peut-être une fois tous les 18 mois. Et ma grand-mère me raconte encore aujourd'hui que je lui disais que moi, quand je serais grande, je serais pas comme ma mère, je m'en sortirais. Okay. Ça, c'est un peu raide comme phrase. Oui, mais c'est fort quand t'es enfant. C'est un peu fort. Après, elle s'est bien occupée de nous sur des tas de plans. Mais non, il y avait quelque chose que je rejetais dans ce modèle qui me semblait trop triste et trop dur. Et donc, j'allais faire en sorte de m'en sortir et je ne serais pas comme elle. Et c'est des phrases que j'ai pu dire beaucoup. Ouais, non, c'est très, très, très fort venant d'une enfant. Et ta maman, justement, elle te poussait à sortir de ce cadre et à réaliser ce que tu voulais, ou c'était compliqué? Non, on n'avait pas forcément ces discussions. D'ailleurs, c'est quelque chose pour lequel je la remercierai jamais assez, c'est que ma mère, elle a jamais projeté sur nous. Ok. C'était pas tu seras médecin, tu seras ingénieur, tu seras ci, tu seras ça. Tu pouvais être qui tu voulais. Elle a jamais poussé ou jamais projeté. Et du coup, non, on n'avait pas ces discussions-là. Et d'ailleurs, j'étais souvent dans l'idée de la protéger. En plus, en fait, j'ai toujours été dans l'idée de la protéger, bizarrement. Bah oui. Donc pas d'échange sur ce plan-là avec ma mère. D'accord. Et peut-être avec ton père, du coup, qui était présent quand même dans votre vie, ou? Ouais, mon père, donc on le voyait, on repartait d'ailleurs seul en avion, mon frère et moi. On a été en UM immédiatement, donc j'ai eu 7 ans en juin, on a dû arriver quelques mois avant. Et à partir de là, je crois qu'à l'époque, c'était l'âge légal pour que moi je sois enfant non accompagné et que j'accompagne mon frère qui avait 4 ans. Donc à 7 et 4 ans, vous partiez seul? Ouais, on faisait 8 heures d'avion pour rentrer en France. Je savais même pas que c'était possible. Pour moi, vous deviez être accompagné, non? À l'époque, non. Je pense qu'ils ont augmenté cet âge. Je me demande si c'est pas... Non, mais peut-être même pas, en fait. Parce que ça paraît très jeune quand même pour faire un voyage comme ça. Ah non, mais c'était fou. Oui. Et c'est pareil, mes grands-parents racontent que on arrivait à Charles de Gaulle main dans la main et que moi je tirais mon frère. Mon petit frère, il était à cet âge-là, il l'est plus maintenant, mais il était dans la lune. On disait tout le temps qu'il était dans un autre monde et qu'il rêvait. Et donc faut imaginer mon petit frère qui fait drapeau derrière moi dans l'aéroport. Donc t'as eu quand même énormément de responsabilités très jeune. Ouais, je pense que oui. Parce que 7 ans, c'est jeune. Et mon père, on le voyait du coup 2-3 fois par an. Ça aussi, c'était un changement drastique. Faut imaginer que tu arrives dans les enfants de parents divorcés le connaissent par cœur. Hein, il y a deux familles et très souvent, pas toujours, mais très souvent 2 systèmes très différents. Et en tant qu'adulte, on est capable de faire la part des choses, de se mettre dans un autre mode quand on change d'environnement. Mais en tant qu'enfant, c'est quand même assez compliqué. Bien sûr. On a l'impression parfois qu'il y a même des injustices, on se fait disputer pour quelque chose et on comprend pas parce qu'en fait, dans l'autre maison, on se serait pas fait disputer. Donc, il faut arriver à jongler. Non, j'ai pas parlé de ça avec mon père tout de suite. C'est venu un peu plus tard. D'accord. Et donc,
quelles sont les décisions que tu as prises? Donc, tu as eu cette enfance avec ses responsabilités, cette liberté. Et quand tu as dû faire un choix pour tes études, donc ton indépendance, quel choix as-tu fait? En fait, j'ai pas fait un choix, j'ai fait des choix tout au long du parcours. J'ai fait le choix au collège d'être, enfin de bosser quoi. Oui. Bon après, j'avais quand même des facilités à l'école, donc ça a pas été non plus l'enfer pour moi, mais c'était très important que je sois première de ma classe, que Ah oui. ouais. Mais ça, c'est toi toute seule Ah qui oui, oui. voulais. Ouais, Ah donc oui, tu avais oui. Ah bah oui, oui, déjà. parce que j'ai pas eu d'aide aux devoirs. D'ailleurs, petite parenthèse de l'enfance, ma mère a été avec plusieurs hommes pendant cette période, mais notamment un qui était particulier puisque oh, il y a beaucoup de gens perdus dans les îles et Oui. notamment les blancs qui finissent dans les îles, qu'on finit parfois par appeler les vieux blancs parce qu'ils sont séchés par l'alcool et le soleil. Lui, il était aussi parmi ces gens plus ou moins perdus. Ma mère était plus ou moins perdue, Oui. mais lui était encore plus perdu, je dirais. Et il y avait beaucoup d'alcool, de drogue, et lui a fait notamment du trafic de drogue, de cocaïne. D'accord. Et plus tard, il finira en prison, mais il a été quand même à la maison et ça a été très traumatisant parce qu'il y a eu quand même. Alors, il a jamais tapé ma mère, mais il y avait de la violence de contexte parce que, par exemple, il dormait le jour et donc nous, on n'avait pas le droit de faire de bruit. Il supportait pas que ma mère m'aide aux devoirs, donc Oui, très particulier quand même. ouais, je prenais des coups de pied sous la table de ma mère pour que je me taise, enfin des trucs assez étranges où elle était complètement sous son emprise. J'ai su plus tard aussi que parfois on avait été seuls la nuit parce Elle sortait avec lui. Ouais, voilà. Bon, enfin, des situations un peu compliquées. Oui, et que Ma tu mère, étais elle a seule. été, ouais, Oui. elle était occupée dans sa tête. Bien sûr. Et pas forcément parce qu'elle travaillait pas beaucoup finalement. Non. Donc pas forcément occupée comme on pourrait l'imaginer, mais dans sa tête, pas très disponible. Oui, c'était compliqué. Bon. Et après, au lycée, j'ai voulu aller dans le meilleur lycée en Martinique. Ça voulait dire aller très loin. Ça voulait dire se lever à 5h30, faire d'abord 25 minutes de route, ensuite prendre le bateau, faire 25 minutes de bateau, ensuite marcher 15 minutes à Fort-de-France pour monter dans les hauteurs et aller à ce lycée qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait le lycée Schœlcher et qui était un des meilleurs lycées de France. Et ça, c'était vraiment parce que toi, tu avais décidé que Ouais, tu allais. j'ai embêté tout le monde pour que ça arrive. Hein. Ouais, mais tu avais conscience déjà qu'en allant dans ce lycée, tu avais plus de chances de t'en sortir derrière. Ah mais c'est clair, Voilà. c'était l'idée, ouais. C'était complètement l'idée. Quand même, il faut le dire, quand je passe le bac, je tombe en dépression nerveuse. Ok. Enfin, c'est un grand mot ça aussi, mais en tout cas, en l'espace de 2 semaines, je perds plus de 10 kilos. Juste Et après avoir passé le bac, parce que ça, c'est est-ce que tu savais que caractéristique. tu allais partir? Est-ce Non, non, que... non, Non, rien à voir? non, c'est ça, c'est moi, je suis très, très championne du monde pour ça. Je termine, je vais toujours au bout, mais après, je m'écroule éventuellement s'il y a eu des choses trop dures. Et je pense que c'est l'enfance qui est remontée très violemment. La personne avec qui ma mère s'est mise et cette période très traumatisante, j'ai mis du temps à m'en relever. Normal. D'ailleurs, j'ai eu peur plusieurs fois qu'il abuse de moi. Bon, ce qui n'est pas arrivé. Oui, mais Coup de chance. oui. Mais Vivre parfois, avec ça, c'est juste parfois, horrible. et puis j'avais peur qu'il la tue parce qu'il y avait beaucoup de disputes. Encore une fois, il a jamais levé la main sur elle, hein, je pense. Mais il y avait beaucoup de disputes, de cris, et parfois je dormais pas le soir. J'ai commencé à faire des crises d'anxiété, d'angoisse, très tôt aussi, à 12 ans. Oui, c'est très jeune. Et c'est ça, à 18 ans, je passe le bac et je crois qu'une semaine après, je m'écroule, mais vraiment. Et là, j'arrivais même plus à sortir de mon lit tellement j'étais pétrie d'angoisse. Je perds beaucoup de kilos. Et le médecin généraliste... alors, en plus, ma mère est partie en France à ce moment-là, avant moi. Moi, il est prévu que je la rejoigne en France un mois plus tard et qu'ensuite je parte au Canada. Donc, je suis toute seule avec mon beau-père. Alors, à l'âge de 14 ans, ce type se fait mettre en prison. Et ma mère se met avec mon beau-père actuel qui s'appelle Pierre-Alain, que j'adore et qui est encore là. Et donc, je suis toute seule avec Pierre-Alain. D'ailleurs, il y a une histoire assez drôle à ce sujet. J'avais organisé une fête surprise pour les 40 ans de ma mère avec tous ses amis. Je m'étais mis ça en tête. Donc, j'avais 14 ans. Et très jeune j'avais repéré Pierre-Alain, qu'on connaissait depuis longtemps, qui était dans les cercles plus ou moins proches d'amis, mais qui était avec une autre personne. Et j'avais entendu dire qu'il s'était séparé de l'autre personne. Et j'étais persuadée que Pierre-Alain devait être mon beau-père et la personne qui accompagne ma mère.
Et j'ai tout fait pour l'inviter. J'ai mis une copine de ma mère dans le coup. On est allé le chercher ce jour-là pour l'inviter le week-end d'après à cette fête. Et j'étais trop contente qu'il vienne. Bah oui. T'avais ton plan Non, qui mais j'avais fonctionnait. un plan, voilà, un plan qui était enfantin, hein, bien sûr, à 14 ans. Mais tu sais quoi, le plan, il a fonctionné. Bah oui. Et ils sont restés ensemble jusqu'au bout. Et pour le coup, Et c'était bien plus sain ah avec bah lui. c'était super. À partir Voilà. de là, on a eu une vie rangée, on a mangé à des heures normales. Oui. On nous a fait à manger aussi en tant qu'enfant, parce que mon petit frère a cuisiné très tôt. Il Oui. est chef cuisinier maintenant, Ouais. chef exécutif. Donc il a toujours aimé cuisiner et très tôt il a fait à manger parfois parce que Oui. enfin c'était très chaotique à la Très maison. chaotique, oui. Donc là, d'un coup, ça devenait plus simple, Ouais, avec un voilà. cadre. Ouais, voilà. Et Ok. je reviens, donc à 18 ans, voilà, je m'écroule. J'étais avec mon beau-père à ce moment-là qui me faisait un peu bosser dans son entreprise. Et il m'amène chez cette médecin parce que là, ça va pas. Et qui dit que effectivement, je suis dépressive et qui me met sous antidépresseurs. Ouais, ça a été l'enfer parce que les antidépresseurs, quand on commence à les prendre, souvent, c'est pire. Oui. Et ça prend 1, 2, 3, 4 semaines pour s'arranger. Et je pars en France un peu dans cet état-là. Et puis ça va de mieux en mieux et je trouve la force de partir à Montréal. Donc j'arrive à Montréal, pas dans un état Ouais. tout à fait Oui, normal, et j'arrive dans une maison vide parce qu'en fait je suis accueillie par des anciens amis de mon oncle, le frère de ma mère. Ils sont pas là, ils sont en France. Donc je passe le premier mois toute seule dans cette maison à Montréal. Et mentalement, tu vas mieux ou c'est encore... Ça va, ouais, ça ouais. va. Bah, les antidépresseurs font leur Font effet. effet, ouais. J'ai jamais voulu prendre de médicaments longtemps, donc à partir de là, déjà, je commence à réduire la dose. Mm. Au final, je pense que j'ai dû les prendre parce que à l'époque, il fallait bien 2 mois. C'était pas les mêmes molécules pour un arrêt Oui. progressif. Ok. Voilà. Et donc, du coup, j'ai j'ai arrêté assez rapidement. Et je suis arrivée dans cet environnement complètement différent et je me suis Seule. intégrée tout de suite, Ouais. seule. Ouais, mais ça s'est bien passé. Il y avait une semaine d'intégration à l'école polytechnique. Ah, ok. Du coup, dès le début, Et là, ça a été, ma mère, elle s'est dit, mais t'es partie étudier ou faire la fête, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça a été vraiment un peu n'importe quoi Oui. au début. Et le changement par rapport à la Martinique, tu t'es tout de suite adapté. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, sauf que j'ai perdu 4 points de vue. Ouais. C'est le moment où j'ai porté des lunettes. Je crois qu'il y a eu un choc, je sais pas, de lumière, d'émotion. Ouais. Ouais, je me suis bien adaptée parce qu'il y a beaucoup de soleil, en fait, là-bas. Il fait froid, mais il y a Oui. beaucoup de soleil. Honnêtement, j'ai été bien. Tout de suite, je me suis Ouais. sentie T'étais à ta place, quoi. à ma place. Du coup, tu valides Polytechnique. Qu'est-ce que tu décides de faire ensuite? Oui, je valide Polytechnique et en fait, je me rends compte rapidement que il me manque des bases. J'ai grandi donc dans ce village tout petit, on n'avait pas de télé, pas grand-chose, et j'ai envie d'en savoir plus finalement sur la façon dont le monde fonctionne, et je vais décider de faire Sciences Po. J'ai eu la chance d'aller en Europe, voyager dans les grandes institutions européennes et aussi aux États-Unis avec une bourse du ministère des Relations internationales, notamment à Washington où j'ai vécu quelques mois. Génial. Et tu faisais quoi quand tu étais là-bas? À Washington, j'ai travaillé dans une petite entreprise de développement international, et c'était au moment où il y avait la crise politique en Côte d'Ivoire, Ok. le coup d'État, Gbagbo Ouattara, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington, l'ambassadeur sortant puisque le gouvernement changeait, s'était fait saccager l'ambassade. D'accord. Voilà. Le nouveau arrivant n'avait donc pas de base pour commencer, et il fallait qu'on l'accompagne dans ses premières prises de parole à Washington. Et je me suis retrouvée à écrire ses discours et imaginer des questions, les questions qu'on pouvait lui poser, et quel ouais. type de réponse il pouvait amener. Voilà. C'est J'ai super fait ça. intéressant. Hein. Ouais. Et après ça, tu décides de faire quoi? Donc je suis rentrée à Montréal. J'ai pensé peut-être, c'est ça, faire une deuxième maîtrise. Parce que donc la maîtrise en Sciences Po, c'était dans l'idée de devenir éventuellement diplomate, mais j'ai compris que D'accord. j'allais pas pouvoir avoir de famille, et j'avais déjà rencontré Johan qui va devenir mon mari plus tard. Et de fil en aiguille, finalement, je reparle à ma directrice de projet de fin d'études en ingénierie, avec laquelle j'avais mené un projet de valorisation du polystyrène. Et c'est là que elle me dit, en fait, il y a un prof qui vient d'arriver des États-Unis qui s'appelle Thierry Varin, qui est en économie. Il faut absolument que tu lui parles.
Et je parle à ce professeur et je suis assez cash, en fait. Je lui dis vraiment qui je suis et comment je vois la vie presque, hein. C'était presque... Ouais, c'était un positionnement philosophique plutôt qu'autre chose. Je me rappelle d'écrire ce mail et je le rencontre et il me dit, en fait, on fait un doc. Et donc, du coup, je dis, bah, ok, on fait un doc. Et Un je pars doc, sur c'est mon un doctorat. Un doctorat. Ouais. Ok. Donc tu fais ton doctorat. Ouais. Tu as quel âge à ce moment-là? Donc, je commence le doctorat vers 26-27 ans. Il va se passer plein de choses pendant ce doctorat. Un doctorat, tu as d'abord 1 an et demi de cours. Après, tu as un examen assez musclé pour savoir si tu es autorisé à continuer le doctorat. Donc, après 1 an et demi de cours et ton examen, Mhm. tu as encore plusieurs années de recherche. Il faut que tu arrives à publier 3 papiers. Ok. Et pendant ce doctorat qui va durer du coup plusieurs années, Ouais, ta vie évolue, ta vie personnelle, ouais. tu fais quoi à ce moment-là? Enfin, où est-ce que tu en es? Ouais, alors donc on enseigne souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc Mm. moi j'enseigne déjà comme prof à Polytechnique et je fais ma recherche, je voyage, notamment je vais aller à Singapour, je vais aller aux États-Unis aussi pour mes recherches. Donc l'idée c'est de collecter de la donnée pour faire avancer la science. Moi je Mm. travaille sur l'innovation et pendant cette période il va se passer beaucoup de choses parce que je vais d'abord perdre mon père d'un cancer. Et je vais avoir mon fils aussi, À peu Elijah. près en même temps? Je suis tombée enceinte 3 mois, même pas, 1 mois et demi après le décès de Le mon décès de père. ton papa. Voilà. Comment tu vis ce décès Mm. et cette grossesse qui arrive juste après? Ouais. J'ai la chance de pouvoir aller en France quelques semaines avant qu'il décède, donc de pouvoir l'accompagner. Évidemment, hein, pas seul, hein, il y a mes frères et sœurs qui sont là. Donc mon père, il s'est remarié après avoir quitté ma mère avec une femme qui s'appelait Véronique, qui est décédée aussi d'un cancer d'ailleurs. Et ils ont eu 2 autres enfants, Tennessee et Louléa. D'accord. Et Véronique avait déjà un enfant avant qui s'appelle Clément. Et donc on a une fratrie de 5 et on est tous ensemble pour accompagner mon père qui est en train de partir. Il a eu un sarcome qui est un cancer assez foudroyant. Je me rappelle être rentrée dans sa chambre d'hôpital et de le voir sur ce lit. Il était bon, dans ces cas-là, les gens sont assez décharnés, quoi. C'est Mm. très choquant. Et là, il faut tenir le coup. Et je me rappelle qu'en sortant de sa chambre, j'ai eu les jambes un peu coupées. Je me suis assise dans le couloir avec mon frère Lucas. C'était pas un moment évident. Après, je rentre à Montréal et j'ai une urgence de vie que j'explique pas trop. J'étais assez carriériste. Mm. Je suis encore carriériste, mais j'ai un changement je dirais, de priorité Oui. à ce moment-là. Et il me semble, c'est même pas quelque chose que je conscientise vraiment. C'est presque inconscient, mais voilà, il faut créer la vie, c'est comme ça. Et Mm. donc, c'est ce que je fais avec Johan. On va avoir donc Elijah. Je tombe enceinte quelque part en octobre. Mon père décède quelque part en septembre. Et Elijah va Ouais. naître en août, le 4 août 2014. Voilà. Oui, donc tout de suite après, Ouais, un moment de bonheur. ouais. Et comment tu vis cette maternité en même temps que ton doctorat? C'est pas trop compliqué à gérer? Si, surtout que je tombe malade après l'accouchement parce que j'ai des problèmes de rebond immunitaire, de thyroïde, enfin peu importe, mais c'est un peu la galère. Mm. Je suis crevée. Je me rappelle que, en plus, je suis très accrochée à la notion de liberté. Mm. Je sais pas, je peux peut-être même dire que j'ai peut-être un petit problème avec ça. Quand Elijah arrive, j'ai l'impression que ma vie est finie en fait Oui. pendant quelques Mm. secondes. Je me dis mais enfin plus que quelques secondes d'ailleurs. En fait, je flippe complètement et j'ai beau avoir cet élan maternel assez naturel. Bah, d'un autre côté, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça change. D'ailleurs, je tombe enceinte donc 1 mois et demi après le décès de mon père et au bout de 5 mois de grossesse, je me rappelle me réveiller un matin, m'asseoir sur mon lit, regarder mon ventre et me dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ouais. Donc pas évident, ouais, je suis malade pendant quelques mois et il faut quand même assurer le doctorat. Je repars en conférence aux États-Unis. Je crois que Elijah, je sais pas, il a 2-3 mois, pas Ouais. plus, hein. Ouais, tout de suite t'as Donc repris. je le laisse à son papa, Mm. qui est un super papa, heureusement. Ouais. Ouais, donc en fait, je reprends tout de suite, non seulement parce que c'est nécessaire, mais aussi parce que c'est ma Oui, respiration, t'avais envie aussi de. c'est Mm. mon travail, ouais. Et donc, Elijah va grandir, tu vas continuer ton doctorat, Ouais. et après tu décides d'emprunter quel chemin? Elijah grandit, ouais, je continue le doctorat.
je finis le doctorat. Et là, pour être prof, il faut faire un postdoc. D'accord. Parce que bon, dans certaines disciplines, c'est pas assez de faire un doctorat, faut faire. Et l'idée, à partir de là, c'est de trouver un boulot de prof. Johan aussi a terminé son doctorat, cherche Oui, il aussi un faisait poste aussi de en même prof. temps que toi. Ouais, en même temps, ouais. Et là, on sait qu'on va éventuellement être séparés pendant plusieurs années, parce que trouver 2 postes de prof dans la même ville, c'est super C'est compliqué, compliqué. ouais. Ouais, Ouais. super compliqué. Donc, je commence ce postdoc. Et très rapidement, on me demande de présenter mes recherches devant une directrice de grande école française. Moi, je le fais vraiment. C'est ma directrice de thèse, Nathalie, qui me le demande. Je le fais vraiment pour rendre service. Hein. J'arrive à ce rendez-vous à moitié préparé. Mm. En plus, la vie de maman, comme tu dis, avec mon fils, enfin, c'est un peu la galère régulièrement. Avoir des enfants en bas âge à Montréal, l'horreur, surtout Ah ouais? l'hiver. Ah bah ouais, il faut leur mettre les combinaisons, Ah les oui, machins. ouais, Dès c'est que vrai. tu sors, ils veulent pas mettre les gants. Le pire qui peut t'arriver, c'est tu lui mets la combi. Et là, c'est bon, t'es prêt. Alors déjà, t'as chaud parce que toi, t'as mis Et le là, il va manteau à la avant. toilette. Et là, il te dit, j'ai envie de faire pipi. Et là, là, tu viens de prendre 20 minutes dans la vue, Oh là, là c'est là, sûr. quelle horreur. Oui, c'est vrai. Donc bref, j'arrive à ce rendez-vous et il se passe quelque chose avec la directrice qui est Alice Guillon, qui est la directrice de Schema Business School. En fait, je suis assez séduite par son modèle, ce qu'elle présente, ce qu'elle propose. Et très rapidement, le contact des yeux se fait. Et puis, à la fin de la rencontre, elle est accompagnée, elle, de sa DRH. Elle me donne sa carte et elle me dit à bientôt. Et moi, en vrai, je jette cette carte dans mon sac de sport en me disant, bon, faudrait quand même que je les recontacte, mais je le fais pas. Et je sais pas pourquoi je le fais pas, mais je le fais pas. Et pourtant, ça me trotte comme ça en arrière de la tête. Mais bon, une semaine se passe. Et au bout d'une semaine, je reçois ce mail que tu reçois pas, ou Mm. une fois dans ta Mm. vie, je pense, qui dit voilà, on a adoré vous rencontrer et on aimerait vous offrir un poste de professeur à Schema, ainsi qu'à votre mari. Ah oui, donc là, c'était... Ah bah là, moi j'ai cru que c'était un spam en fait. Bah oui. J'ai vraiment cru que c'était un spam. C'était trop marrant. On s'est réveillé un lundi matin à Montréal, téléphone sur mode avion avec le décalage horaire. J'enlève le mode avion, à peine réveillée. Là, le mail rentre, je le lis. Et là, je crie à Johan qui est dans une autre pièce. Bon, chérie, si tu veux, on a 2 postes en France. Mais quand je le dis, j'y crois même pas. Oui. Moi, je suis en train de lui faire une blague en mode on a reçu un spam, quoi. Et il me fait Et en fait, on n'en parle pas plus. Et plus tard dans la journée, je vais rencontrer des collègues profs à HEC Montréal. Et je sais pas, à un moment donné, je vais partager ce mail, ce ouais. message. Et il y en a un qui va me dire allume légumes, quoi. Marine, réponds, c'est un truc de fou. Et moi, je fais ah bon, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai réalisé l'ampleur de ce message. J'ai appelé Johan et je lui ai dit achète du champagne. Là, c'est franchement canon. Parce que Schema est à la fois en France, en Afrique du Sud, Oui. au Brésil, en Chine. Enfin, là, pour le coup, on a vraiment des options. Et aux États-Unis. Et donc, c'est super. Et donc là, vous partez en France. C'est un Ben, grand changement aussi pour toute ouais, la famille, au final. oui. En plus, on négocie de terminer les postdocs parce que moi, il faut bien Oui. comprendre que j'avais une bourse, j'avais Mm. négocié avec Polytechnique Paris, c'était quand même prestigieux, donc Oui. je voulais pas bâcler le projet. Et donc, on leur dit, on signe, mais on arrivera dans 1 an et demi. Ils nous disent, pas de Ah problème. oui, 1 an et demi après, 1 en an et plus. demi, ouais. Ok. Et 1 an et demi après, vous avez eu vos 2 postes. 1 an et demi après, ouais. On a signé quelques mois après cette rencontre, l'été. Et ouais, on a eu nos 2 postes quelques mois après. Donc là, gros déménagement. Gros déménagement, ouais. C'est un bon souvenir. C'était le moment pour nous de partir. De partir. Ouais. Moi, quand même, on dit qu'on peut sortir la fille de l'île, mais pas l'île de la fille. Et Oui, ça te manquait. tous les mois à Montréal, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête sans arrêt. Je me demandais si j'étais au bon endroit. J'avais besoin de ce contact avec la mer, plus de nature, plus de soleil. Ou en tout cas une température plus élevée. J'ai adoré ma vie à Montréal, j'y suis restée 16 ans, c'était génial, franchement on s'est éclaté. Mais c'était le moment de partir, ouais, c'était parfait. Ouais. Et du coup, tu arrives à Nice. Ouais. Et toute la famille s'adapte bien. Ouais, c'est pas évident pour Johan. J'entre pas dans les détails. Oui, bien sûr. Tu pourras l'interviewer si tu veux. Mais non, oui, ça va. Ça se passe plutôt bien. Sauf que moi, je réalise rapidement que
peux pas être prof toute ma vie parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Ouais. Et c'est je souhaite pas dénigrer le métier parce que c'est un très très beau métier, mais ça me correspond pas vraiment. Oui. J'arrive, on me donne des cours où j'ai des centaines d'étudiants. Et ça se passe en fait assez bien parce que j'enseigne à la méthode nord-américaine. Ça me plaît beaucoup aux Ouais. jeunes Français. Ouais, je confirme. Voilà. Tu t'en Bah rappelles? oui, pour avoir été ton étudiante, oui, je me rappelle. Et puis voilà, je le fais 1 an, ça se passe super bien, je suis bien évaluée par les étudiants et puis, tu vois, je me dis: «Bon, qu'est-ce qu'on fait après?» Et puis mes collègues me disent: «Ben, en fait, tu vas faire pareil l'année prochaine» et Bah je me oui. dis: «Oh bah non, c'est pas possible». Et là-dessus, Alice commence à parler d'un projet de fondation pour Schema. Et je l'attrape dans le couloir à la sortie de cette rencontre en disant: «Bah, si tu as envie de monter une fondation», à l'époque, elle appelait ça Education for Societies. Bon, il y avait pas trop de plan défini derrière. C'était créer une fondation pour transformer Schema, que Schema devienne une grande institution. Et je lui dis: «Moi, je suis déjà PDG d'une fondation à Montréal», parce que voilà, je t'ai pas dit ça, mais j'ai eu des bourses au doctorat, dont une bourse de la Fondation Harbour. Et je suis devenue PDG de cette fondation. Ok, oui, donc t'avais déjà... Voilà. Et j'avais déjà ce poste que j'ai gardé, parce que Ok. c'était un poste que j'arrivais à faire à mi-temps. Et le deal, c'était que je devenais prof à Schema, mais je gardais ce boulot que je faisais le soir, que je fais toujours le soir et le week-end. Ouais. Et ouais. D'ailleurs, cette histoire de Fondation Harbour, elle est intéressante parce que c'est en fait, je reçois cette bourse et ça me... Quand j'ai été passer l'entrevue pour recevoir cette bourse, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Pourquoi? Bah, parce que je savais, c'est un truc de fou, hein, mais je savais que c'était un jalon très particulier dans ma vie et qu'il fallait absolument Que t'aies la bourse. que j'ai cette bourse parce que ça allait déterminer un certain nombre d'autres choses qui devaient se passer par la suite. Ouais. Et j'avais le cœur qui battait tellement vite, je me rappelle, j'ai cru que j'allais m'évanouir en fait. Et je réussis l'entrevue et j'ai les bourses. Parce que j'ai eu 2 années de suite, hein, c'était 2 fois 15 000, c'était beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup. Et surtout, ça permettait aussi d'avoir une preuve pour aussi décrocher d'autres bourses par la suite en disant bon, on m'a fait confiance une fois. Et en 2015, je reçois les bourses 2011-2012. 2015, la Fondation Harbour a 10 ans. Il y a un gala. Et je suis invitée. Moi, je reviens du headquarters de L'Oréal à New York. Je suis claquée. J'ai pas vu mon fils qui a quelques mois depuis 1 semaine. Mais j'atterris à 14h. L'événement, il est à 17h. Et je me dis, Marine, tu te bottes les fesses et tu vas remercier ces gens. Et je sors de l'aéroport. Je prends un taxi. J'attends assise sur les marches devant l'espèce voilà, enfin, la maison où il y avait l'événement. Et l'événement commence, je vais voir le fondateur, Monsieur Pierre Harbour, je vais lui serrer la main, je lui dis, Monsieur Harbour, vous devez pas vous souvenir de moi, mais franchement, merci. Et pour moi, là, mon boulot, il était fait. Oui. Et il me regarde et il me dit, si, je me rappelle de vous. Vous êtes la jeune fille qui m'a écrit une lettre manuscrite pour me remercier. Et c'est vrai, j'avais oublié, mais j'avais fait ça, je m'étais dit, on te donne 30 000 $ en fait. T'écris pas un mail, t'envoies une lettre. Et j'ai posté une lettre. Mais lui se rappelait. Bref, il me fait rencontrer son fils, on a des débats un peu animés. Il me rappelle 1 semaine plus tard et il me dit « Est-ce que vous acceptez, Marine, d'être sur le conseil d'administration de la Fondation pour représenter la jeunesse et les femmes ?» Et je suis hyper impressionnée, mais je dis oui. Bah oui, c'est une super opportunité. Ouais, je dis oui. Et une fois que j'ai été sur le conseil, il m'a proposé rapidement de l'aider dans les sélections des nouveaux boursiers, de devenir directrice du comité de sélection. Et rapidement, il m'a dit, je souhaite que tu reprennes la fondation, la direction exécutive de la fondation après moi. Donc là-dessus, je lui dis, mais Pierre, je suis trop jeune, ça va pas du tout. Il me dit, mais non, il n'y a pas de problème. Oui, mais la finance, parce que la Fondation Harbour est une fondation qui a un capital de 20 millions de dollars investis. Okay, oui, donc et on donne plus d'1 million de dollars en bourse maintenant chaque année. Et bref, et il me dit, t'inquiète pas. Et je lui dis, ok, mais tu restes pas loin. Oui, t'inquiète pas. Bon, tu parles. En fait, il s'est suicidé très peu de temps après. Ah oui, ok. Et je me suis retrouvée propulsée à ce poste de PDG. Donc quand, je dis pas de bêtises, en fait, au même moment où quasiment on arrive en France peu après. En réalité, quand je vais signer mon contrat à Schema, c'est juillet
2018. Et lui va mourir en août 2018. Nous, on partira en France que quelques mois plus tard, l'année d'après. Mais voilà. Et en fait, on signe les contrats et ensuite, le lendemain, je crois, on s'est promené, on a visité. En tout cas, c'est le moment où il va décéder parce que ce jour-là, on atterrit dans un McDo et on n'avait pas pu manger. Et franchement, c'était une super belle journée. On est sur la Côte d'Azur, on vient de signer des contrats, tout va bien. Et là, au McDo, je me sens mais vraiment hyper mal. Il est 16h, on n'a pas pu manger avant, mais on est en train de manger, donc tout va bien. Mais là, je commence à faire une crise de panique, d'angoisse. Mais j'ai l'impression que je suis en train de mourir, en fait, Chloé. Mais vraiment. Ouais. Je demande à Johan d'appeler une ambulance. Je lui dis, je comprends pas ce que j'ai, mais ça va pas. Je suis pas bien. Sans raison. Okay. Sans raison aucune. C'est terrible, hein. Et je me sens mal comme ça. Je me calme un peu, mais je me sens mal jusqu'au lendemain. Et le lendemain, mon téléphone sonne et c'est l'assistante de la Fondation Harbour. Et elle me dit, Marine, est-ce que tu es assise? Et je lui réponds, je sais. Et en réalité, Monsieur Pierre Harbour s'est suicidé, donc malheureusement, voilà, il a sauté du 9e étage. Il s'est suicidé, donc... au moment où Au moment, mais à l'heure précise, en fait, puisqu'il était 10h du matin. Il y a des caméras sur les toits des immeubles. À 10h du matin, donc 16h en France, ouais. Donc en fait, t'as ressenti... Bah voilà, après on peut l'interpréter comme on veut, pas, bien sûr. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je ne peux qu'y croire parce que je l'ai vécu. Tu l'as vécu. Et ça, voilà, ça a été ma première expérience un peu particulière parce que j'en ai eu d'autres après. Je pense que je suis un peu connectée à des choses diverses et variées. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Mais c'est ça. Et donc propulsé PDG de cette fondation. Et je raccroche avec ta question précédente. Donc, je vais voir Alice Guillon, la directrice de Schema, quand elle parle de sa fondation, en lui disant « Je m'occupe déjà d'une fondation à Montréal. Si tu veux de l'aide, n'hésite pas. » Et là-dessus, elle me dit bah, en fait, oui, vas-y. Il faut définir ce que va faire cette fondation. En fait, il y avait tout à faire. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant pour toi. Un titre et une idée. Et c'était super. Ouais. Et alors là, donc, tu te retrouves à gérer cette fondation. Comment tu t'y prends? Parce que c'est tout nouveau. Bah ouais, c'est tout nouveau. Il y a rien. Je me rappelle que je commence par rédiger un premier document avec la vision, la mission. C'était quoi, du coup, le but à ce moment-là? Cette première version de la fondation avait pour ambition de former les professeurs plutôt. Pour qu'ensuite ils puissent mieux former les étudiants pour des sociétés plus durables. On est dans tout le narratif des objectifs du développement durable de l'ONU, de la transition sociétale, etc. Et elle me dit non, on fait plus. On commence à travailler avec un groupe d'experts, un ancien conseiller du président, enfin voilà, je les nomme pas, mais des gens assez capés. On discute et on finit par poser cette mission pour la fondation et ce nom aussi. Donc la fondation s'appelle aujourd'hui la Fondation Higher Education for Good. Elle est basée à Genève en Suisse et elle a cette mission d'accompagner les établissements d'éducation, institutions d'éducation supérieure, dans la transformation des programmes pour des sociétés plus durables. Alors, on ne crée pas de toutes pièces des programmes. D'ailleurs, il se peut qu'on en propose aussi, mais en tout cas, on fournit les actifs, les assets aux écoles pour qu'elles puissent transformer les programmes comme elles l'entendent et surtout comme les jeunes l'entendent aussi. Et alors concrètement, bon du coup je connais parfaitement la mission de la fondation parce que je travaille aussi avec toi sur ce beau projet, mais concrètement tu commences par quoi? Parce que la mission est géniale, mais en fait si on l'explique simplement, qu'est-ce que tu commences par faire? On se dit au début, alors transformer les programmes d'éducation. C'est pour ça en fait, c'est assez peu, voilà. Voilà. Quand il faut l'expliquer, c'est un peu ambitieux. Voilà. Ah ouais, c'est un peu ambitieux. Enfin, quand même, on part de rien. Voilà. Donc là, on redescend un peu sur terre et on se dit par quoi on peut commencer concrètement. Exactement. Et concrètement, l'étape 0, c'est consulter les jeunes pour comprendre davantage ce qu'ils veulent, comment ils vivent ce monde et comment ils ont envie aussi de le transformer demain. Et on part sur ce premier projet qui, aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre, la fondation, elle a 2 ans et demi. On part sur ce premier projet qui s'appelle Youth Talks, que là aussi tu connais par cœur, et dont la mission, la vision est de donner une plateforme d'expression aux jeunesses, libre expression,
collecter les idées, les aspirations, les rêves, les peurs, tout ce que vous voulez, de la part de ces jeunesses partout dans le monde, de digérer cette information et en créer finalement des rapports, des livrables divers et variés pour nourrir cette transformation sociétale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pose des questions ouvertes aux jeunes, on utilise des outils d'intelligence artificielle pour analyser les réponses, et puis, une fois qu'on a analysé ces données, on en fait des rapports, du matériel, et on essaye d'inspirer tous nos partenaires. Et au début, c'était juste les écoles, les universités, Ah oui. mais aujourd'hui, c'est aussi les entreprises, les organisations jeunesse, les gouvernements, les institutions politiques, les médias et le public en général. Donc la mission est géniale, le projet l'est tout autant. Je mettrai tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Concrètement, comment tu arrives à gérer ta vie? Parce que c'est un projet qui prend énormément de temps. Comment tu gères tout ça? Parce que tu as toujours Johan, Elijah, le projet, la Fondation Harbour. Comment on s'organise? Ouais. Là, on est sur des questions d'organisation, de leadership. Donc, je vais essayer de te répondre de manière un peu structurée / déstructurée, en fait, je pense. D'abord, tu vois, mon enfance, elle a été un peu chaotique. Et ce que j'ai appris, c'est à m'adapter. Oui. Tout le temps. Qui est une qualité énorme. Être hyper flex, Ouais. en fait. C'est vrai. Donc, je dirais que ça, c'est la première chose. La résilience. T'as la flexibilité, mais après, t'as la résilience. On a tous des araignées qui sont mises dans le plafond. Après, on a des araignées dans le plafond. Oui. Quand on est enfant, et il va falloir qu'on vive avec ou qu'on en fasse quelque chose quand on est adulte. J'ai enlevé beaucoup d'araignées, je pense, assez tôt. Quand j'ai fait ma dépression nerveuse là, à 18 ans, en fait, j'ai été médicamentée donc quelques mois, ce que je racontais, et j'ai pas soigné le fond. Donc 1 an et demi plus tard, je suis retombée. Et là, à ce moment-là, ma mère, qui était une personne quand même assez dure, rétrospectivement, je me dis qu'elle était hyper sensible. Oui. Mais du coup, pour se protéger, ça la rendait parfois, souvent, sans empathie. Ouais, ok. Et quand je vais mal, je vais super mal, elle me dit: «Marine, quand on est malade, en fait, on se soigne». Et cette phrase est ultra violente à ce moment-là. Venant d'elle en plus. Voilà. Parce que pour moi, c'est mon enfance qui remonte, et les difficultés de mon enfance, et pour moi, à ce moment-là, elle est quand même responsable de beaucoup de choses. Bien sûr. Elle n'est pas responsable de tout, bien sûr, mais bon, De certains traumatismes quand même. Ouais. Et la phrase est hyper violente, mais aujourd'hui, je la remercierai jamais assez de m'avoir dit cette phrase. Parce qu'en réalité, j'ai fait quoi après ? Je me rappelle, j'ai ouvert l'ordi, j'ai cherché psychologue Montréal. Et en fait, je me suis soignée. Et l'avantage, c'est que quand tu vas voir un psy à 19 ans versus à 45 ans, ça n'a pas le même impact. Mais ça va hyper vite. En fait, tu règles plein de trucs en quelques mois versus à 45, 55. Oui, c'est plus... Il est jamais trop tard, hein, je veux décourager personne, mais c'est plus long et plus fastidieux. On est un peu comme des vêtements qui se plient. Quand on a 19 ans, les plis sont pas très forts, quoi. C'est vrai. Donc, on met un peu de vapeur chaude et hop, ça va bien. Et plus on vieillit, plus les plis sont vraiment marqués, coriaces, et là, c'est long, quoi. Le fer à repasser, il faut le passer plusieurs fois pour que ça déplie. Ouais, c'est chaud. Et donc, je règle pas mal de choses, et ça me permet d'être flexible, d'avoir de la résilience, et aussi d'avoir une certaine solidité. Et c'était pas gagné, je pense. Oui. Alors, j'ai pas tout réglé, c'est obligé. Bien sûr. Il y en a d'autres. Mais en tout cas... Mais ça t'a permis d'avoir des bases plus saines à ce moment-là. Ouais, je pense que j'ai réglé la base, ouais. Et donc, merci maman. Oui. Donc, au final... Oui, c'est cette phrase violent, mais ça, je me suis prise en main complètement. J'ai fait de la sophrologie avec la psy, et en passant, les psychologues, je le dis à titre informatif, c'est mieux de pas trop les aimer, de pas trop les apprécier. Moi, je me rappelle que ma psychologue, c'était une petite femme beaucoup trop maquillée, sur talons beaucoup trop hauts. Et quand elle est rentrée dans la pièce la première fois, j'ai dit: mais c'est quoi ce clown? C'est ça qui va m'aider, en fait. Ouais. Et j'étais pleine de jugement. J'aurais pas dû. Parce que c'est vraiment elle qui t'a aidée. D'une certaine manière, cette personne m'a sauvée. Et on a bossé sur des peintures de Frida Kahlo, tu vois. Ah oui, donc... Voilà. Je raccroche, pardon. Donc j'ai ça qui m'accompagne.
ces forces-là. Et avec ça, j'ai aussi la capacité de compartimenter. Et ça, je dirais que ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce que tu entends par compartimenter? Ça veut dire que, en fait, les enfants font ça. Vivre dans l'instant présent. Ah bah. Donc, tu travailles plus. Et même si ça dure 1 heure et que tu veux dormir, du coup, ça veut dire que tu fermes Ouais, tu vis complètement. vraiment l'instant Et présent. tu vis l'instant. Et si c'est dormir, tu dors. Si c'est avec ton fils, t'es avec ton fils. Et de compartimenter, ça te permet de ne pas t'épuiser. Parce que Oui, sinon, tu c'est vrai. t'épuises, quoi. T'es en surcharge cognitive constante. Et ça, c'est l'horreur. Non, c'est sûr. Non, c'est un Donc, bon je conseil. pense que c'est un bon conseil, mais je dois dire que c'est pas. C'est pas facile, par contre. Je suis pas sûre que c'est quelque chose. On peut pas juste se le dire. Non. Allez, je compartimente et ça arrive. Beaucoup C'est un aimeraient exercice. que C'est ce un soit exercice. aussi simple. Ouais. Je pense qu'on aimerait tous, d'ailleurs. Ouais. Parce que ça permet de vraiment vivre l'instant et de pas réfléchir à tout ce qui se passe à côté. Donc, Alors, est-ce que je suis née un peu comme ça? sûrement, Est-ce que c'est la peut-être. manière dont le cerveau est câblé? Ça, je sais pas dire. Je suis sûre qu'on peut s'entraîner. Peut-être, oui. D'une sûrement. certaine façon. Mm. Mais sérieusement, c'est la clé. Hein. Tu compartimentes parce que moi, il faut imaginer mes journées. Ah oui, non. Bah voilà, j'ai ma vie de femme, de mère. Après, j'ai les 2 fondations. Donc, quand j'en termine une, souvent, je vais bosser pour le Canada le soir, le week-end. Entre, on va dire, 5h30, 6h et 9h le soir, j'essaye d'être avec mon fils et Elijah et Johan. Et après 9h30, 10h, bam, je vais reprendre. Ouais. Alors, je bosse partout aussi. Ça, c'est pratique. Ça, c'est un Je mets énorme l'ordi sur avantage. les genoux, devant la télé. Johan va regarder la télé ou faire autre chose, peu importe. Je bosse partout, pas de problème. Ça aussi. Non, ça, c'est génial. Et je repense à ce que tu me disais sur ton enfance, qui était quand même très compliquée. Je me dis, est-ce que, par rapport à ce qu'on t'a inculqué, est-ce que ça a été difficile d'élever ton fils? Parce que je me dis, il y a forcément des choses, des modèles que t'avais pas, ou des choses que tu faisais totalement différemment. Et comment est-ce que tu as géré cette différence? En fait, bizarrement, c'est vrai que l'enfance a été dure, mais mes parents viennent de 2 familles assez, assez bien nanties, quoi, assez bourgeoises, où il y avait quand même pas mal de bases. Et je crois que en fait, au travers de toutes les difficultés que j'ai mentionnées, il y avait quand même des bases fortes. Et parfois, elles sont non dites. C'est fou, hein, ça. Oui. C'est du non dit, en fait. C'est de l'acquis. C'est de l'acquis, ouais. C'est du crédit. C'est du crédit transgénérationnel. Ouais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et mes parents, ils m'ont donné... C'est une dédicace que j'ai mise au début de ma thèse de doctorat. J'ai remercié mon père de m'avoir autorisé à être libre, de m'avoir expliqué que, en fait, on pouvait aussi choisir sa vie. Et j'ai remercié ma mère de m'avoir donné des racines et des ailes, parce que la Martinique, c'est quand même particulier comme on a grandi, et ça nous a donné des racines hyper fortes. Et des ailes, pourquoi? Parce qu'elle a jamais transposé, donc elle a jamais espéré quelque chose pour moi. Je devais faire ce qui me semblait être, voilà. En fait, ils t'ont donné ce qui me correspondait. Oui, beaucoup de liberté qui a fait que derrière, tu as pu être qui tu voulais. Ouais. Et pour revenir à ta question sur Elijah, la seule chose que j'essaye de faire finalement différemment, en ce qui concerne, par exemple, ma relation avec ma mère, bah, c'est de pas être insensible, de pas manquer d'empathie. Et je me rends compte que parfois, je peux faire la même chose. Hein. Oui, bah oui. Ouais, je me rappelle d'une fois, il est tombé à vélo et son père était en mode « Oh, mon pauvre petit chéri ». Et moi, j'ai dit « C'est bon, relève-toi, pédale ». Et là-dessus, je me suis dit « Mais Marine, arrête, quoi ». Et ouais, c'est la seule chose peut-être. Et ouais, et pour mon père, c'est beaucoup plus lié à ma vie, à moi, que à mon éducation vis-à-vis Elijah. Ok, ouais, je vois. Et ta maman, dans tout ça, qui a eu un rôle assez important dans toute ta jeunesse, tu as grandi majoritairement avec ta maman, quel rôle elle a joué par la suite? C'était pas facile, hein, nos relations. Ça a été vraiment compliqué parce que moi, je voulais qu'elle ait cette empathie. Et elle pensait que je lui demandais d'être une mère parfaite et que j'étais injuste alors que je lui demandais pas d'être parfaite. Je lui demandais
En fait, à la fin, parce que ça fait quand même 18 ans que je suis avec Johan, donc il a eu le temps de connaître ma Oui. mère et tout. Et à chaque fois que j'avais des problèmes, quand on a un problème, et on a souvent envie d'appeler ses parents ou sa mère en Oui. l'occurrence. Et à chaque fois, j'avais ce réflexe, qui est un réflexe d'enfant. Et il me disait, appelle pas ta mère, tu vas te sentir pire après. Et je disais, ah oui, c'est vrai. Et c'était pas méchant de sa part, Non. hein. C'était juste que, ouais, il y avait un tel manque d'empathie, c'était trop compliqué, quoi. C'était Ouais. vraiment compliqué. Au décès de mon père, on s'est vraiment disputé. Elle a encore manqué d'empathie. Mon frère et moi, on a reçu une lettre de ministre en mode vous êtes des adultes maintenant, relevez-vous, signé Anna, Ah oui. pas maman, ouais. Oui, Et ça a c'est été dur quand même. ah Hein. ouais, super Surtout dur. que vous étiez jeune hein, quand même. Ouais, ça a été la goutte d'eau là qui a fait Ouais. déborder le vase. Et mais comme je suis tombée enceinte après, je me suis dit bon, Marine, arrête. Oui. Et je me rappelle lui avoir écrit bon, on sera jamais d'accord sur plein de choses. Il y a des choses que tu vois bleues, je les vois vertes, peu importe. Donc, let's agree to disagree. Mm. Et à partir de là, maintenant, je suis enceinte, donc on y va. Ok. Donc, quel rôle elle a joué toujours celui de pas être dans le jugement, quoi. De jamais me mettre de pression. Je pense que ça, c'était... Voilà. Après, pour le reste, encore une fois, on a été en désaccord sur bien des choses. Oui. Mais il faut savoir que je l'ai accompagnée jusqu'à son décès. Pour le coup, ma mère, plus que mon père, Oui. beaucoup. Et je pense que ma mère, elle a été hyper sage et illuminée dans le sens positif du terme à la fin de sa vie. Et je pense qu'elle a compris. Elle a compris, en fait, je pense pas, je sais, parce qu'il faut savoir qu'elle a écrit beaucoup pendant qu'elle a été malade. Elle est décédée d'un cancer il y a 3 ans maintenant. Et elle a écrit beaucoup et elle m'a demandé de lire ses carnets après son décès. Et elle a compris à la fin de sa vie que les émotions, en fait, n'étaient pas dangereuses. Les émotions étaient au contraire nécessaires. Okay. Et je crois que les bloquer, c'est ce qui l'a rendue malade toute sa vie. Malade au sens sa neurasthénie, mais après aussi sa maladie, son cancer, jusqu'à son décès. Et les 2-3 dernières semaines de sa vie, elle avait un autre regard et un autre visage. Ouais, elle a compris. Et je crois que quand on comprend avant de partir, on peut passer à l'étape supérieure. On part plus sereinement. Et même pour vous, j'imagine que ça devait être aussi... Ouais, je sais pas si mon frère Lucas a pu le vivre comme ça, je peux pas parler pour lui. Je peux parler pour moi. Ça a été un grand soulagement parce qu'en fait, c'était ce que je demandais depuis 35 ans. Et c'est arrivé au bout de 35 ans et c'était super. On a été vraiment proches. Ma mère, à la fin, elle avait... Ouais, elle avait besoin de parler. Je me rappelle qu'à un moment donné, elle s'est mise à pleurer en me demandant... en me disant... non, c'est après, elle m'a demandé, mais elle s'est mise à pleurer en me disant « Marine, je vais mourir, je vais mourir ». Et là, quand on se retrouve face à sa mère comme ça, faut répondre. Bah oui. Et aujourd'hui, en Occident, on a peur de la mort, on a peur de la maladie. Et on va avoir tendance à répondre à ces gens-là, mais non, ça va aller, il y a encore de l'espoir. Et c'est lui mentir. En fait, c'est contre-productif pour tout le monde, parce que quand on est à ce stade-là de sa vie, au contraire, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui ouvrent les yeux et qui nous accompagnent, parce que de toute façon, c'est inéluctable. Hein. C'est la seule chose dont on est certain, c'est qu'on va mourir. Et en l'occurrence, là, et donc je la regarde et je lui dis, c'est vrai, maman, tu vas peut-être mourir. J'ai dit peut-être parce que les miracles, ça arrive. Bien sûr. Je lui dis, oui, c'est vrai, maman, tu vas peut-être mourir, mais tu sais quoi, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. D'ailleurs, avant même qu'elle rentre à l'hôpital, on avait eu cette discussion, je me rappelle, la veille de son départ pour l'hôpital. Elle est rentrée à l'hôpital simplement parce que elle avait le traitement lui faisait des soucis au niveau du foie. Voilà. L'immunothérapie attaquait son foie et à aucun moment on a pensé qu'elle ne sortirait pas de l'hôpital. Ah oui. Enfin, moi, je te dirais que le jour où je l'ai laissée dans sa chambre, les portes de l'ascenseur se sont fermées. J'ai su qu'elle y resterait pour une raison. Voilà. J'avais cette intuition forte. Mais n'empêche que c'était pas sur le papier, c'est pas ce qui était écrit. Ce qui était écrit, c'est qu'elle était hospitalisée pour qu'on traite son foie qui était attaqué par le traitement. Et avant de rentrer à l'hôpital, c'était difficile pour elle, sa vie personnelle, même avec mon beau-père, il y avait plein de difficultés. Et je lui ai dit, tu sais, peut-être que c'est le moment de t'en aller.
peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. Bon, après, moi, je crois qu'il y a autre chose. Oui, Ça aussi, on y croit ou on y pas. croit, on y croit pas. Moi, je suis plutôt branchée sur le fait qu'on ait une existence dans l'au-delà et même d'autres vies après, et on redescend à un Oui. certain moment. Donc, pour moi, pourquoi pas ne pas passer à l'étape d'après? Et elle m'avait dit, ben ouais, en fait, pourquoi pas? Et je me rappelle de cette phrase, hein, elle a pas. Mais bon, arrivée à l'hôpital, elle a eu ce moment. Et je lui ai dit que c'est pas grave si elle partait. Plus tard, avant de mourir, elle m'a demandé ce que ça ferait de mourir. Bon, ça aussi, c'est pas évident. Moi, j'ai la chance de. Pareil, on y croit, on n'y croit pas. Je suis prudente, hein, je suis prudente. Mais j'ai la chance je crois, de me rappeler de certaines choses et notamment des événements forts. Et le fait de mourir et de quitter son corps, c'est quelque chose dont je me souviens. Et donc, ça m'a permis de lui décrire ce moment en particulier et de lui expliquer surtout la nécessité du lâcher-prise. Et je pense qu'elle est bien partie aussi grâce à ça. Et en fait, je suis hyper fière d'elle parce elle a passé cette étape, mais comme elle a toujours fait. En fait, elle était quand même très courageuse. Et elle se tenait droit, ma mère. Et elle est partie comme ça. Et elle est bien partie. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, elle venait de décéder. Elle est décédée avec mon beau-père. D'accord. Ce qui était bien, je pense. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, après, je l'ai vue étendue sur le lit et j'ai su que elle était bien, déjà. Ce qui n'était pas le cas de mon père. Oui. Oh non, mon père, ça a été très compliqué le passage et je pense qu'il a un peu erré parmi nous pendant un certain temps. Oui, alors qu'elle est partie plus sereinement. Elle est partie, elle était bien, ouais, elle était bien. Ma mère, elle était obsédée par les rides. Et elle était pas ridée quand elle est partie. Elle était elle était super ridée. Et elle avait voulu que mon beau-père lui achète une super crème, je sais plus quelle marque, à 200 €. Et mon premier réflexe, ça a été, j'ai été chercher la crème dans la salle de bain et je lui ai mis sa crème anti-rides et je l'ai vue rire en fait. Et je pense qu'elle a ri en me voyant faire ça et j'ai ri en faisant ça. Bah oui, Donc, c'est vrai que c'est. Ouais, c'était un joli moment. C'était un moment fort. À ce moment-là, c'est un moment très important de ta vie qui est très compliqué à vivre. Tu te retrouves orpheline, tu perds tes 2 parents. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu es jeune pour perdre tes 2 parents? Ouais, je suis jeune, mais j'ai la chance, et je suis pas sûre que ce soit le cas de mes frères et sœurs, mais j'ai la chance d'avoir. Je leur ai tout dit à l'un comme à l'autre. Ouais. D'ailleurs, à mon père aussi, je lui avais fait le coup. Je lui avais dit, tu sais, papa, t'as le droit de mourir. Mais mon père, c'était compliqué. Oui, il était moins réceptif. Il était beaucoup moins réceptif et moins serein. Mais il m'avait regardé, il m'avait dit, oui, je sais. Et ouais, je leur ai tout dit. Donc, c'est dur parce que en fait, tu vis des moments traumatiques pendant le passage de la vie à la mort. Moi, j'ai dû laver ma mère. Enfin, j'ai fait des trucs un peu difficiles, même de voir tes parents dans cet état-là sur un lit d'hôpital. Ma mère, elle a souffert à la fin. Bon, j'ai dû gérer aussi la douleur. Tout ça, c'est hyper traumatique. Et c'est presque ça pour moi qui a mis 2 ans à s'estomper. Mais pour le reste, j'ai été sereine hyper rapidement sur leur départ. Ma mère, elle a compris avant de partir. Elle a fait le boulot. Et franchement, chapeau. Mon père, plus compliqué. Et d'ailleurs, et ça je le dis aussi à titre informatif pour ceux qui écouteront le podcast, parfois on se rend pas compte à quel point on va reprendre l'histoire de nos parents et soit oui, soit bon, il y en a qui essayent d'aller à l'inverse, mais même quand on va à l'inverse, en fait, souvent, c'est pour guérir des choses, pour terminer des choses qui n'ont pas pu être terminées. Et même quand on a une maman et un papa, parce que mon père, c'est pareil, hein, ils n'avaient pas de volonté pour nous, quoi. Ils n'ont jamais dit, tu seras médecin, ingénieur ou je ne sais quoi, rien du tout. Mais malgré ça, de manière inconsciente, on vient terminer les histoires. Et à ce sujet, il y a quelque chose quand même d'assez flagrant. Je dis ça, moi j'ai mis vachement de temps à le réaliser. J'ai réalisé ça l'été dernier, quand même, c'est long. Bon, mon père est décédé d'un cancer suite à je pense, une grande dépression qui a duré probablement 7 ans. Il était réalisateur caméraman, il a travaillé avec Nicolas Hulot et notamment il a été sur les tournages d'Ushuaïa. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. C'était un grand rêveur
grand idéaliste sur bien des aspects, et il a voulu monter donc ce forum pour les peuples autochtones unis Ok. dans le sud de la France. Et l'idée, c'était d'écrire une charte pour protéger les peuples autochtones, la charte qui serait signée à l'ONU, etc. Hmm. Il s'était accoquiné avec un maire d'une grande ville, un ancien ministre, qui soutenait le projet. Et malheureusement, cette personne est décédée 2 mois avant. Et mon père, par contre, lui, il n'était pas équipé. Ok. Et ça explique aussi pourquoi j'ai voulu faire toutes ces études et m'équiper le plus possible. Bah oui, du coup. Parce que mon père, ça l'a tué. Alors, et c'est là où je veux mettre un bémol. C'était quelqu'un qui avait un peu un problème avec l'argent, qui c'était un joyeux luron qui pouvait avoir du mal à rembourser. Il n'avait pas fait d'études. Ouais. Et donc, on lui donne cette somme d'argent pour ce forum. Comme le maire qui soutenait l'initiative décède 2 mois avant, et que le festival, comme tous les festivals de ce monde, les Oui. premières années, Sont déficitaires. sont déficitaires, le festival est déficitaire, finalement, ça devient politique. Il est attaqué partout, de tout, voilà, tous les partis politiques. C'est vraiment un enfer à ce moment-là. Ils doivent déménager avec Tennessee, Louléa et Véronique. Ils sont persécutés. Nous aussi, on est persécutés par les journalistes. Ah oui, donc ça Et prend une ampleur ça prend une énorme. ampleur de dingue. Mon père sera innocenté plus tard. On lui dira qu'il est coupable de mauvaise gestion. Ça prendra des années avant qu'il soit innocenté. Et entre-temps, quand on Oui. tape son nom sur Google, c'est l'horreur. Ouais, il a vécu l'enfer. Il a vécu l'enfer. Et surtout, un homme brisé, parce qu'il avait un rêve qui, pour lui, était bienveillant, Qui avait du positif, sens, bien sûr. qui avait du sens, et donc tout ça est brisé. D'ailleurs, il a arrêté de parler pendant un certain temps. Il a monté d'autres projets bien particuliers, mais il n'a jamais pu retravailler comme avant. Oui, il a été brisé. Il a été brisé. Et il a fini par tomber malade et Ouais, par forcément. décéder. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, moi, je fais quoi? Parce que, alors, attention, le Forum des peuples autochtones unis était associé à une fondation, la fondation Kamawak, qui d'ailleurs avait été montée au Canada. Et moi, qu'est-ce que je fais des années plus tard? Je monte une fondation. Mais oui. Alors, c'est pas pour les peuples autochtones unis, c'est pour la jeunesse, mais finalement, on est Ouais. dans des missions presque Bah oui. similaires. Et en fait, quand on commence ce projet Youth Talks, il y a un moment de panique chez moi. Donc, on monte la fondation, voilà, on met tout en place. Mais juste avant et au début du lancement du projet, je me mets à avoir mal aux dents. Et en fait, j'arrête pas de dire cette phrase en parallèle. J'ai tellement peur de me briser les dents, de me casser les dents. J'arrête pas de le dire. Je le dis souvent à Johan, je le dis à mes frères et sœurs. J'ai peur de me casser les dents avec ce projet. J'ai peur de me casser les dents avec ce projet. Parce qu'en fait, je fais quoi? À ce moment-là, je réalise pas du tout que je Oui, continue c'est ce que j'allais te l'histoire de mon demander, père. en fait. Non. Tu fais pas le lien. Non. Par contre, je fais un lien inconscient où je me dis, si je rate, je meurs. Puisque lui, quelque part, parce a qu'il est mort raté suite à quelque bien chose sûr. et il est mort. Et donc, je fais ce lien inconscient. Je me rappelle, j'ai mon frère Tennessee au téléphone souvent à ce moment-là qui me dit « Mais Marine, ça n'a rien à voir, tu n'es pas papa, tu n'es pas papa. » C'est drôle, hein? Ouais. Et je me mets à avoir littéralement hyper mal aux dents. Et là, tu dois t'en rappeler, parce que ça a été l'enfer, mais l'enfer. Bon, j'ai eu une intervention chez le dentiste, mais qui a mal tourné, comme par hasard. Ouais. Et je me mets à avoir mal aux dents H24 et ça dure 3 mois, Ouais, je crois. c'est ça. Plusieurs mois. Ouais, Je c'était dors très long. pas la nuit et tout, l'horreur. Et heureusement, je suis tombée sur une personne à un moment donné très bien, une magnétiseuse, peu importe. J'avais rien à perdre. Oui. Qui me dit, tu sais, Marine, avec ce projet, vous faites un cadeau à l'univers. Si l'univers est prêt, il l'acceptera. S'il n'est pas prêt, ça ne marchera pas. Ça n'est pas personnel. Et en fait, je prends cette phrase, je l'internalise. Et ça m'aide énormément à me détacher. Et on fait le projet, et on réussit, aussi grâce à toi et à toute l'équipe. On devient la plus grande consultation jeunesse jamais réalisée. 45 000 participants qui viennent de 212 pays et territoires et qui partagent avec nous 1 million d'idées. Canon. Ouais, c'est un succès le énorme. Truc, canon. Et je réalise 6 mois plus tard ce succès que, en fait, je viens de terminer quelque chose. Oui. Et là, c'est la libération quand même. Oui, puisque la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et je continue à être passionnée par ce projet et à faire tout ce que je peux pour que ça réussisse, bien sûr. Bien sûr. Mais si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Oui, t'es plus sereine avec cette idée. C'est que, alors, on a dit l'univers, mais on peut dire la société n'est pas prête pour un tel projet, peu importe.
c'est pas le moment. Et en fait, c'est pas grave. Et je réalise aussi que ma mère, je l'ai dans mes tripes, parce que c'est ma mère et qu'on a cette histoire que j'ai racontée, mais au-delà de ça, je vis tous les jours avec mon père. C'est très particulier. Et j'avais cette chose à faire avec lui, pour moi, je sais pas, pour mon fils, pour pas qu'il porte aussi ce fardeau. Donc ça, c'est fait. Et c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Mais probablement que pour ceux qui écoutent, ça devrait aussi pousser à se poser certaines questions. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses ? Le pourquoi. Je pense que c'est la question principale, de pourquoi on fait les choses. Ouais. Donc là, tu as répondu à cette question. Ouais. Quand tu deviens donc directrice de la fondation, que tu mets tout ça en place, que tu gères une équipe, tu ne l'avais jamais fait. Comment est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Parce que c'est pas simple de gérer une équipe. L'équipe là, elle est petite. Ah oui. Alors, elle a l'avantage d'être petite, donc on gère pas des centaines de personnes, c'est clair. Mais elle a aussi le désavantage d'être petite. Oui. Donc on est quand même toutes, et je dis toutes parce que c'est on n'est que des femmes. Que des femmes. Hyper chargées. On a beaucoup de choses et beaucoup de charges cognitives, ouais. Bon, je pourrais en parler des heures. Je voudrais juste faire passer une idée. Ce qui est génial quand on manage des personnes, des humains, dans le cadre d'un projet comme celui-là qui fait sens. Oui. C'est d'arriver à se placer à 2 niveaux. Il y a le niveau macro et micro. Sur le niveau macro, on fait quoi ? On essaye de changer le monde. Ok. Je sais pas si on y arrive. Je sais pas si on va y arriver. Non, mais c'est pas grave, en fait. On essaye de faire la différence pour plein de jeunes. Toi, tu le sais, tu gères tous les ambassadeurs. On essaye vraiment de faire une différence, voilà, pour beaucoup de gens au niveau global, macro. Mais au niveau micro, en fait, j'ai raconté mon histoire et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et comment est-ce que j'ai pu guérir quelque chose. Mais en fait, c'est pareil pour nous toutes. Oui. Et donc comment est-ce qu'au niveau macro, tu crées une cohésion, non seulement en voyant les gens. Alors quand je dis voir, je sais pas, pour ceux qui ont vu Avatar, c'est quand elle dit I see you, c'est voilà, c'est pas juste je te vois toi, ton corps, c'est je te vois qui tu es. Voilà. Et donc comment est-ce que on arrive à intégrer chacun des membres de l'équipe en voyant qui il est et en créant. Bon, c'est pas toujours harmonieux. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on est hyper énervé. Mais au final, comment est-ce qu'on crée cette chimie, cette alchimie, cette magie entre les unes et les autres pour arriver à faire quelque chose d'extraordinaire, pour arriver à faire un exploit ? Parce que, et c'est pas moi qui l'ai fait toute seule, on a fait un exploit. Comment est-ce qu'on a réalisé cet exploit ? En fait, pas en étant plus intelligent que les autres, non. On a réalisé cet exploit parce que ensemble, on a trouvé, on a créé cette harmonie. C'est comme c'est de la musique, et elle était juste. Mais pour que la musique soit juste, il faut voir les gens. C'est pas tous les jours facile. Il y a des gens qui sont plus durs que d'autres. Mais tu vois ces personnes et tu crées une belle musique en mettant chacun à la bonne place. Tu couples à ça de l'intuition. Ça aussi. Quand les gens, il y en a plein des entrevues. Oui, pourquoi vous arrivez à être le leader que vous êtes, et les gens vont te parler d'excellence, de persévérance, de plein de choses comme ça. En réalité, moi, je pense que l'intuition, c'est je suis d'accord avec toi. Il y a des moments dans le projet, je sais à un moment précis, à une heure précise dans la journée, je vais te dire, il y a quelque chose qui sonne faux. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais tu t'écoutes énormément. Ouais, évidemment, on essaye de rationaliser. Il y a des choses qu'on peut rationaliser, heureusement. Heureusement. Mais il y a d'autres choses où il faut que tu sentes. Et je crois que les plus grands leaders, je me mets pas dans le lot en toute humilité, mais les plus grands leaders de ce monde, je pense ils ont cette grande intuition qui leur permet en fait de redresser la barre et d'aller dans la bonne direction, parfois sans savoir vraiment pourquoi ni comment. Non, je suis totalement d'accord avec toi. On pourrait parler des heures de ce sujet passionnant, mais je vais terminer plus ou moins le podcast. Je t'ai demandé d'apporter un objet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi il te tient à cœur ?
Ouais, en fait, c'est marrant parce que quand tu poses la question et que je réfléchis à la réponse, je réalise encore d'autres choses qui sont liées à ce que j'ai raconté tout à l'heure. L'objet, c'est une boîte à musique, mais il y a plus la boîte, il y a que le mécanisme à l'intérieur, une Ouais. espèce de petite manivelle là, c'est petit, c'est en métal. Cette boîte à musique, donc quand mon père et sa femme Véronique et mon frère, ma sœur Tennessee Luléa ont dû quitter leur maison, mais ils ont parce qu'ils étaient complètement poursuivis par la presse. Enfin, c'était Ouais, c'est harcèlement horrible. total et intimidation en passant, parce qu'il y a des actes politiques très moches. Ils ont quitté la maison, mais il faut imaginer la maison. Enfin, il y avait encore les verres sur la table. Ah oui, ils sont Ah partis. non, mais ils sont partis. Ils ont jeté des affaires dans les sacs et ils sont partis. Quoi. Je pense j'étais pas là. C'est Je crois qu'ils ont traumatisant. vraiment Ouais. craqué. Quelques semaines plus tard, en fait, je suis repassée dans cette maison parce que moi, je faisais un espèce de tour de France avec ma mère à l'époque. Bref, il fallait qu'on dorme quelque part. La maison était là, donc on y est allé. Et j'ai vu cette maison qui avait été laissée. Mais c'est comme dans les films, quoi. Et en partant de cet endroit, j'ai voulu prendre un objet pour me rappeler de ce moment. Et tu vois, rétrospectivement, ce moment, c'est quoi? C'est cet échec, en fait. C'est le moment précis où mon père tombe et ne se relèvera jamais. Oui, Et parce où qu'il a tout après, quitté, quoi. voilà. Et où après, moi, je vais guérir, ou essayer de guérir, à la fois mon père, la famille, moi, enfin bon, au travers Youth Talks. Mais je prends cette boîte à musique et je me dis, consciemment, cette boîte à musique, c'est ce moment précis. Et quand tu m'as dit, pense à un objet, trouve un objet, tu vois, ça C'était tout de m'est suite, venu quoi. immédiatement. Ouais. Oui, c'est un objet qui est vraiment fort de sens. Et tu te rends compte quand même que là, en te parlant, je suis en train de réaliser que, en fait, cet objet, c'est l'objet de l'histoire de la fondation pour laquelle tu travailles, de Youth Talks, et voilà. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Voilà. Non, c'est une très belle histoire. Je vais terminer du coup, comme je termine à chaque fois, en te posant une dernière petite question. Quel est ton mantra, la petite phrase que tu te répètes et qui t'a permis d'avancer et qui te permet encore d'avancer? C'est une bonne question. J'en ai eu des différents à différentes périodes de ma vie. Toute ma jeunesse et les moments difficiles avec ma mère, ça a été ne demande pas à un aveugle de voir. Ouais. Et ça, c'est probablement une phrase qui peut être utilisée par bon nombre de tes auditeurs. Ouais, non, c'est... Parfois, on demande à nos proches des choses dont ils ne sont pas capables. C'est pas méchant. Non, mais tu vois, c'est une très belle phrase et elle fait sens, tu vois. Même pour moi, il y a des choses qui me viennent et je me dis oui, en fait. Et quand faut accepter que certaines personnes sont pas capables de... Non, et en fait, c'est eux qu'on doit plaindre, quoi. C'est triste, en fait, pour eux. Donc, il faut pas se fâcher. Non, il faut être dans la compassion. Et la compassion, c'est la clé. Et là, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, si l'univers est prêt, il prend ce que tu donnes. Et s'il n'est pas prêt, il ne prend pas. Et il n'y a pas de problème, en vrai. C'est que c'est pas le moment, quoi. C'est que c'est pas le moment. Et rien n'arrive pour rien. Donc, c'est cette espèce de confiance aveugle qui te permet de traverser, en fait, traverser les difficultés. La tête haute, j'aime pas trop. Non, mais plus sereinement, sans être... Ouais, plus sereinement, ouais. Dans l'acceptation de ce qui se passe, quoi. Parce que c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parfois, on trébuche un peu quand même. Oui. On est des êtres faits de chair, d'organes, d'hormones. Oui. On a les hormones à l'envers dans le tapis. Et non, mais sérieusement, on n'arrive plus à avoir cette clairvoyance. Mais c'est pas grave. Si le lendemain, on arrive à l'avoir, ça suffit pour traverser la tempête. Et se lâcher prise et cette confiance. Si ça doit être autre chose, ce sera autre chose. Et en fait, c'est le chemin de chacun. Et là, je vais reboucler sur ce que moi je crois. Mais on descend ici-bas pour apprendre et comprendre et contribuer éventuellement, plus ou moins d'ailleurs. Et on a toutes et tous un chemin particulier. Dans certaines religions, ils disent, l'islam d'ailleurs, Dieu ne t'éprouvera jamais plus que tu ne le peux. Moi, je suis pas religieuse du tout, parce que je suis plutôt peut-être spirituelle, on peut dire.
Mais je crois à ça. Je pense que voilà, on a des épreuves à vivre et si on les vit, c'est qu'on doit les vivre. Oui, je pense Et la même chose. autant essayer d'en faire le meilleur si on peut les surmonter. C'est une parfaite phrase pour terminer ce podcast qui est vraiment enrichissant et émotionnellement très intense. Merci d'avoir partagé ton parcours. Moi, je sais que ça m'inspire énormément sur plein d'aspects. J'espère que ce sera pareil avec les auditeurs. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ces merveilleux projets. Et je te remercie encore une fois d'avoir partagé ton histoire. Merci Chloé de m'avoir écoutée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.